À une journée de la date butoir de clôture de réception des dossiers de candidature pour les élections municipales, il n'y a toujours pas de candidat en lice pour Antananarivo. 350 bébés sont venus au monde par fécondation in vitro en 10 ans à Madagascar. Cette technique pratiquée par un centre de fertilité privé reste toutefois hors de portée de nombreux couples. Il faut un minimum de 16 millions d'ariars pour y avoir accès. Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir tiré pour la première fois depuis près d'un an de violence un missile balistique sur Israël, affirmant avoir visé le quartier général du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens près de Tel Aviv. Afin de recevoir les dossiers de candidature aux élections municipales, des commissions électorales de district ont dû avoir recours à l'utilisation de groupes électrogènes en raison des délestages intempestifs. À Ambouidjachim, par exemple, de 5 h du matin à 14 h cet après-midi, heure à laquelle nos journalistes ont quitté les lieux, l'électricité était coupée. Ce n'est pas un simple incident d'après les responsables. Le cas est fréquent, c'est pourquoi ils ont pris les mesures qui s'imposent. Les coupures d'électricité ont été récurrentes depuis une semaine. Pour faire fonctionner les ordinateurs et les imprimantes, on a eu recours à un groupe électrogène. C'est la CENI qui assure le carburant pour le faire fonctionner. 72 dossiers de candidature ont été reçus par le CED d'Ambouidjachim jusqu'à 14 h. Et dans une commune, il y a un seul candidat. Dans ce district, les candidats maires et conseillers municipaux inscrits sur une même liste ont dû dépenser près de 6 millions d'ariars pour pouvoir se présenter. Les marboules, finalement, 400 000 ariars. Vu que nous sommes tous des agriculteurs, chacun d'entre nous, soit 9 personnes, ont dû trouver 400 000 ariars. En plus de la caution qui s'élevait à 2 400 000 ariars, nous avons dû débourser près de 6 millions d'ariars pour pouvoir déposer notre dossier. Nous, en tenant compte de la participation de ces 72 candidats en lice dans le district d'Ambouidjachim, de simples calculs font ressortir qu'ils se sont acquittés d'un montant de 432 millions d'ariars de caution et d'impôts, une somme assurément supérieure à ce montant dans d'autres communes et pour lesquelles ils réclament la transparence. Pour les politiciens, l'augmentation de la caution et des impôts et les complications enregistrées pour la constitution du dossier de candidature ont été orchestrées pour écarter les candidats gênants. Il s'agit, selon eux, de la preuve que les dirigeants ont peur des élections. Je trouve que l'État cherche des complications pour qu'il y ait une crise post-électorale. Si une crise survit, elle ne sera en aucun cas due à l'opposition, mais en tenant du pouvoir qui pousse les gens à susciter des troubles. Pour le certificat de nationalité, par exemple, l'opposition avait déjà émis la suggestion que la carte d'identité nationale suffisait à prouver la nationalité du candidat. Le plus drôle, c'est que celui qui est étranger, en raison de l'article 42, qui veut contrôler les malgaches. Malgré les embûches, les candidats ont pu remettre leurs dossiers et sont désormais résolus à lutter contre les fraudes et les malversations électorales auxquelles ils s'opposeront contre vent et marée, d'après les explications. À un jour de la clôture du dépôt des candidatures, Antananarivo, la capitale de Madagascar, n'a toujours pas de candidat maire après le rejet de la candidature de Mark Ravalman en Parlovec. Pour les politiciens, c'est une preuve de plus qui fait ressortir la faiblesse des tenants actuels du pouvoir. Ces derniers ne parviennent pas eux-mêmes à trouver dans leur rang le candidat de confiance qui défendra leurs couleurs. Face à la recrudescence des fake news ou fausses informations sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, qui est le plus couramment utilisé à Madagascar, la plateforme de lutte contre la désinformation VovoCheck, soutenue par la FES et Transparency International Madagascar, en collaboration avec l'OIF, mène actuellement des actions de sensibilisation du public.
Le but est de lutter contre la désinformation et de mettre à la portée de tous des outils pour distinguer une information véritable d'une fausse information. Une telle manifestation est organisée pour faire savoir au public comment il doit procéder. À l'instar des journalistes, il doit vérifier l'information, en connaître la source. Parfois, l'information a été partagée plus de 5 fois avant qu'elle ne lui parvienne. Il faut en vérifier la source pour juger sa crédibilité. Au niveau de l'image et de la vidéo, il est actuellement possible de les manipuler, mais il existe des moyens pour juger de leur authenticité. Les citoyens doivent être prudents et recouper la source d'une information qui circule sur les réseaux sociaux. Véhiculer des informations fausses ou manipulées peut entraîner des troubles au niveau de la société. Rappelons-nous, lors de la pandémie de Covid-19, des rumeurs selon lesquelles il fallait boire de l'eau brûlante ou concernant le vaccin ont perturbé la société dans le monde entier et ont été à l'origine de décès. Pour sensibiliser le public à vérifier une information, une manifestation se tient actuellement à la Cité des Cultures à Antananarivo. L'objectif est de faire connaître au public la portée néfaste de fausses informations au niveau de la communauté. Une exposition de caricatures élaborées doit s'y tenir pendant 5 jours. Un Malgache sur 4 ne sait ni lire ni écrire, soit 25% de la population, d'après le rapport du ministère de l'Éducation nationale et l'enquête par grappe à indicateurs multiples effectuée par l'INSTAT, l'Institut national de la statistique. Si en 2000, on considère comme ignorants les personnes ne maîtrisant pas les outils informatiques, à Madagascar, en 2024, on lutte encore contre l'analphabétisme. Sur un plan d'ensemble, les personnes qui ne savent ni lire ni écrire sont issues des milieux défavorisés. Au-delà de l'abandon scolaire, de nombreux Malgaches n'ont pas fréquenté l'école. Nous scolarisons plus de 400 enfants, mais nous recevons encore plus de demandes de la part des parents qui n'ont pas de travail. D'après les derniers entretiens que nous avons faits avec les parents, nous avons constaté qu'il y a de nombreux enfants dont le père a fui ses responsabilités, dont les parents ne peuvent pas prendre de responsabilités ou dont le père ou la mère est décédé. Il y a aussi des enfants dont les parents sont divorcés et le père est introuvable. Il y a par ailleurs des enfants élevés par leur grand-mère. Dans la plupart des cas, la mère est lingère, le père est tireur de pouces ou fabricant de briques. Dans les régions d'Anos et Antimondjifan, un enfant sur 2 ne va pas à l'école. Ce sont les régions où le taux de scolarisation est le plus bas. 48% des habitants ne sont pas allés à l'école contre 5% dans la région Analamang. D'après l'INSTAT, les difficultés financières sont le premier frein à la scolarisation des enfants malgré la motivation des parents. S'y ajoute l'insuffisance du nombre des écoles qui oblige à un éloignement géographique des parents et par conséquent à une augmentation des charges pour eux si l'enfant doit aller à l'école. Le pouvoir d'achat comparé au coût de la vie ne leur permet pas de scolariser leurs enfants. L'insécurité qui prévaut jusqu'à maintenant complique la situation. L'enseignement, l'éducation et la formation ne sont pas des priorités pour le gouvernement. Si le gouvernement dit que Madagascar va se développer, ce n'est qu'une promesse vaine et stérile. Les économistes disent que le revenu du Malgache est de $1 par jour. Or, avec $1, il est impossible pour une famille de scolariser ses enfants. Vu que la pauvreté est la première raison qui empêche les parents de scolariser leurs enfants, la Constitution de la 4e République, dans son article 24, stipule que l'enseignement primaire est gratuit à Madagascar. Une constitution qui remonte à la période de la transition sous André Rajoelina, mais dont la disposition concernant la gratuité de la scolarité n'a jamais été respectée depuis 14 ans. Bien que la gratuité de l'enseignement soit stipulée dans la Constitution, cela n'est pas appliqué. L'État doit allouer un budget plus conséquent à l'enseignement. Mais peut-être ne sait-il pas vraiment déterminer quelles sont les priorités. Madagascar peut se développer à condition que tous les enfants soient scolarisés et que les abandons scolaires soient moindres, concluent les enseignants et les éducateurs.
350 bébés sont nés par fécondation in vitro depuis 10 ans qu'un centre de fertilité privé la pratique à Madagascar. La fécondation in vitro permet aux couples d'avoir un enfant en fécondant les ovules par les spermatozoïdes en laboratoire. La première fécondation in vitro a été effectuée avec succès en 2014. Jusqu'à ce jour, cette technique s'est avérée efficace dans le pays. Nous avons l'ambition d'être au même niveau que les centres de fertilité à l'étranger. Chez eux, le taux de réussite est de 30 à 40%. C'est à peu près ce qui se passe chez nous, il y a des succès et des échecs. Sur les 350 bébés que nous avons mis au monde, certains sont des triplés. Le succès de la fécondation in vitro pratiquée dans le pays a actuellement dépassé les frontières. Des couples venant des îles sœurs voisines, voulant devenir parents, viennent à Madagascar dans cet objectif. 15% des couples qui ont consulté le centre viennent des Comores, mais certains couples viennent d'autres pays étrangers. Il y a des couples qui viennent du Canada et même de Suède après avoir essuyé un échec en Allemagne voire à Barcelone où les centres de fertilité sont au top niveau. Un couple a même eu des triplés chez nous. Cela a quand même surpris les Allemands. Ce couple a été considéré comme déraisonnable en venant ici. Mais c'est ce qui s'est produit. Malgré le succès de la fécondation in vitro dans le pays, qui redonne espoir aux couples ayant des problèmes, y avoir accès n'est pas donné à tous, et certains se contentent de demander des informations sans pouvoir y avoir recours. Le principal obstacle est le coût trop élevé. Il faut environ 16 millions d'ariars pour pratiquer une fécondation in vitro. Cela peut être moins cher ou plus cher. Nous devons toujours prendre en compte nos investissements et la part que doit payer le couple. Rien que le cathéter coûte 600 € alors qu'on ne l'utilise qu'une seule fois. Assurer sa lignée est important chez les Malgaches et avoir un enfant est primordial. C'est ce qui explique pourquoi les couples ont recours à la fécondation in vitro. Mais la science a ses limites, soulignent les responsables de ce centre, et des échecs peuvent se produire. Seuls les films étrangers récents sont à l'affiche dans les salles de cinéma actuelles. Les films produits localement n'y ont pas vraiment droit de citer en raison du coût élevé de location. Les anciennes salles de cinéma se sont métamorphosées en lieux cultuels, bien qu'elles occupaient avant une place importante dans la panoplie des loisirs. L'époque où le cinéma avait sa place dans la vie culturelle de la capitale est bel et bien révolue, comme le relève cet acteur témoin du passé. Le cinéma contribuait à l'éducation et les salles de cinéma permettaient de se divertir. On venait en famille. À l'heure actuelle, au-delà des cultes organisés dans les anciennes salles de cinéma, des projections spéciales en collaboration avec les associations relevant des églises peuvent être proposées. Les grandes salles de cinéma sont désormais des lieux de prière. Tout est dans le mercantile. La location d'une salle est très élevée. Un producteur de film n'a pas les moyens de louer une salle 15 millions contrairement aux associations de prière qui font la quête. Désormais, la plupart des Malgaches optent pour les films disponibles sur Internet, qu'ils soient en langue étrangère ou en version malgache, avec une entrée à partir de 15 000 ariars pour les enfants et de 20 000 ariars pour les adultes. La fréquentation des salles de cinéma actuelles est réservée à un public éclectique. Des sirènes résonnent à Tel Aviv, la capitale économique d'Israël, à 200 km de la frontière libanaise. Un projectile est intercepté par le système de défense aérienne Fronde de David. Selon l'armée, il s'agit du premier missile jamais lancé par le Hezbollah vers le centre d'Israël. Il n'y a aucun dégât ni victime et l'événement ne provoquera aucun changement dans les instructions du commandement du front intérieur. Le Hezbollah a confirmé avoir tiré un missile balistique sol-sol vers le siège du Mossad qu'il accuse d'avoir fomenté contre lui les attaques de ces derniers jours. La résistance islamique a lancé un missile balistique Qader-1 à 6h30 mercredi 25 septembre 2024 visant le siège du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv.
Quelques heures avant, l'armée israélienne publiait ces images d'une frappe à Beyrouth qui a tué le commandant des forces de roquettes du Hezbollah, Ibrahim Kobeissi. Kobeissi était un personnage clé dans l'exploitation de roquettes, y compris de roquettes de précision. Il était responsable d'une série d'attaques sur le territoire de l'État d'Israël. La campagne de bombardement israélien, particulièrement meurtrière, fait craindre une guerre totale. De nombreux civils libanais fuient vers la capitale Beyrouth ou vers la frontière syrienne, ce qui provoque d'importants embouteillages. À New York, où a lieu l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur israélien a toutefois semblé repousser la perspective d'une opération terrestre transfrontalière. Notre intention n'est pas de lancer une quelconque invasion terrestre, où que ce soit. Je ne veux pas envoyer mon fils, et nous ne voulons pas envoyer nos fils se battre dans un pays étranger. Mais nous sommes déterminés à protéger les civils d'Israël. L'armée israélienne affirme qu'elle n'a pas de plans immédiats pour une invasion au sol, mais qu'elle s'y prépare. Elle a déplacé des milliers de soldats qui servaient à Gaza vers la frontière nord.